Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans l'invité du direct ce matin Abdou Belgat, Abdelrahman Abdou Belgat. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bon, merci beaucoup. Je vais vous présenter parce que si j'avais fait l'inverse, j'aurais mis beaucoup de temps pour vous dire bonjour. Vous êtes expert international en tourisme, vice-président de AFEST. AFEST, c'est l'association francophone des experts et scientifiques du tourisme. Et vous êtes ancien ambassadeur du groupe Accor. Vous êtes toujours actif grâce à BCC, le bureau de consulting que vous avez lancé à votre enseigne à partir de Tunis, où vous résidez. Parfait. Voilà. Bien dit. On ne peut pas en dire plus, parce que si on disait plus, on ferait toute l'émission sur votre très long CV et votre prestigieuse carrière dans le tourisme international. Très content de vous accueillir parmi nous. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de tourisme parce que nous avons une problématique dans cette émission d'économie, une problématique qui nous accompagne depuis plusieurs années, qui devient de plus en plus aiguë, c'est celle de la diversification des ressources extérieures de l'Algérie. Absolument. Voilà, on est en plein dedans. Absolument. Les prix du pétrole ont encore baissé la semaine dernière. Ils se sont un peu redressés à une réunion de l'OPEP au moment où on se parle, mais tout le monde est un peu conscient que pour l'avenir, les revenus, ce sera autre chose que du pétrole et du gaz. Le tourisme, c'est le grand gisement. Absolument. Le tourisme, c'est le grand gisement. Nous sommes d'accord. Mais alors, le grand gisement, peut-être que tout le monde ne le comprend pas comme ça. Ben oui. On a l'impression que c'est vraiment un palliatif, alors que l'industrie du tourisme n'a pas cessé de se développer ces dernières années. Alors ma première question, Abdou Belgat, c'est la tendance du tourisme au niveau mondial, est-ce qu'elle va continuer à se développer? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que les consommateurs, est-ce que les citoyens du monde vont continuer à consacrer une partie de plus en plus importante de leur budget à des dépenses de loisirs, à du voyage et du tourisme? Mais bien entendu, c'est très simple à comprendre. Souvent, les choses les plus simples sont les plus complexes à transmettre. Le tourisme mondial, c'est quoi? C'est tout simplement plus d'1,3 milliard de touristes enregistrés en 2017, avec des recettes qui sont de l'ordre de 1,3 milliard et quelques millions de dollars. Ça veut dire un touriste, approximativement, c'est $1. Le taux de croissance a été depuis de très longues années, et il le sera dans les prochaines années, de l'ordre de 5 à 6% de moyenne. Certaines zones, c'est plus de 8%, comme l'Afrique. Certaines zones, c'est un peu moins, comme l'Europe. Ce qui fait que ça ne s'arrête pas. Et pour vous donner encore 2 chiffres, c'est le secteur d'activité qui crée le plus d'emplois. Mais quand est-ce qu'on va le comprendre quand on est dans une gouvernance? 2 chiffres qui vont vous éclairer et qui vont éclairer nos auditrices et nos auditeurs. Et je regarde bien pour être sûr de vous donner à l'unité près. 2017, on a eu 11 454 000 emplois directs qui ont été créés. En emploi indirect, parce que quand on crée un emploi direct, il y en a 3 qui sont en indirect. Il y a eu 313 221 000 emplois indirects. Ce sont des chiffres de l'OMT, l'Organisation C'est mondiale. l'OMT, c'est officiel, on y va, c'est pas Abdou Belgat qui donne cette imagination. Quels sont en termes de prospective, qu'est-ce qui se passe? On sait que la population va doubler. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que l'envie, la tendance, elle est très simple. Aujourd'hui, par l'accessibilité, les nouvelles technologies, les déplacements vont se faire de plus en plus, et ce qui est tout à fait évident. Donc ça ne concerne pas un pays, ça ne concerne pas une zone, ça concerne l'universalité. Et c'est pour cette raison qu'il est temps. Alors, beaucoup le font. Il y a beaucoup de pays qui ont compris que le tourisme est vital. Parce que le tourisme, comme on peut l'imaginer, c'est pas aller à la plage,
c'est pas aller faire du trekking, c'est pas monter faire du ski, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus complexe, on va le développer, Absolument. on va pouvoir le développer. Mais on peut être quand même un petit peu circonspect en se disant, rapidement avancer sur cette question. Très bien, c'est une tendance mondiale, le commerce aussi est une tendance mondiale, commerce international, qui a explosé les 30 dernières années avec la mondialisation, etc. Mais il y a, on ne va pas dire des esprits chagrins, mais des réserves sur cette tendance-là pour dire que peut-être à cause des raisons climatiques, à cause du chaos, du réchauffement qui nous pend au nez, peut-être que la tendance de cette croissance effrénée, 5-6% par an, c'est au-dessus de tous les autres secteurs, peut-être que cette croissance va se ralentir, elle va peut-être s'inverser, peut-être que les gens vont vouloir aller juste à côté, consommer leur temps libre différemment, ne pas courir le bout du monde, prendre un jet, aujourd'hui on commence à en être conscient, c'est une signature carbone très forte. Qu'est-ce qui peut menacer cette galopante tendance? Est-ce qu'on voit les limites de cette tendance? Rien. Pour la simple et unique raison, je vous ai dit, c'est que on n'empêchera jamais un individu de se déplacer. Et de visiter. Absolument. On n'empêchera jamais quelqu'un d'accéder à la connaissance, à la culture. On ne pourra pas le faire parce que c'est comme ça. Parce que aujourd'hui, les nouvelles technologies vous invitent à vous déplacer. Regardez un exemple qui est tout bête. En Égypte, on vient de découvrir de nouvelles richesses. Mais n'importe qui a envie d'aller découvrir pour dire qu'est-ce qui se passe, parce que ça rentre dans l'imaginaire. Parce que on peut profiter autant de différentes segmentations du tourisme. Le tourisme, c'est pas... En fin de compte, qu'est-ce que c'est le touriste? La question que l'on peut se poser, qu'est-ce que c'est un touriste? C'est un apprenant. Un touriste, ce que beaucoup, d'ailleurs, j'ai invité, et j'invite l'Organisation mondiale du tourisme, enfin, les équipes que nous allons voir pour le 50e anniversaire de l'ANFORT. L'ANFORT, c'est l'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique. Bon, j'en suis un des vice-présidents et je salue mon ami le président Philippe François qui, justement, travaille avec acharnement pour, justement, apporter une autre idée sur la sémantique. Le tourisme, pour moi, c'est très simple. C'est un investisseur. Si on comprend ça, on a compris beaucoup de choses. Pourquoi ? Le touriste, c'est pas uniquement il prend sa valise, il va se balader, ou parce qu'il a passé 24 heures hors de son territoire. Ça, c'est le classique. Non, ça se passe pas comme ça. Le touriste, c'est un investisseur. Il investit son temps. Il regarde comment, quand il se déplace, bon. Il investit son réseau familial. Ça fait 2, c'est beaucoup. Et 3, il investit son argent. C'est ça qui contribue aux 1,3 milliard et quelques... Voilà pourquoi je vous ai fait le parallèle, bien sûr. $1, un touriste. Bien sûr. Alors, l'autre question, évidemment, vous ne voyez rien qui puisse limiter cette tendance, tant mieux, restons optimistes, mais dans la distribution des revenus que nous promet cette activité-là, est-ce qu'il y a des zones qui vont être plus dynamiques que d'autres, des destinations qui vont devenir plus fortes, peut-être de nouvelles qui vont émerger, d'anciennes qui étaient cachées qui peuvent revenir? Comment ça peut évoluer? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut être honnête, les plus grands pôles qui consomment, on oublie de le rappeler, ce sont les pays industriels. La France, premier pays dans le monde, la France, première destination dans le monde. Bon. C'est quand même, il pleut là où c'est déjà mouillé, quoi. L'argent va là où il y a de la richesse déjà. Alors, ce que vous dites, restant quand même dans cette notion de répartition, ça me plaît. Aujourd'hui, si on prend les 2 zones, les 2 territoires qui peuvent nous concerner, bon, l'Afrique, par exemple le Moyen-Orient, je vous donne les chiffres, c'est pas moi, hein. Bon, 63 millions de touristes, on a parlé de 1,3 milliard et quelques millions, hein, ont foulé le sol africain en 2017. Donc, on est dans des statistiques récentes, en augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Et les recettes touristiques se sont élevées à 38 millions de dollars. On a parlé d'1,3 milliard. Non, oui. Quand on sait que sur le plan économique,
sur l'économie du tourisme, c'est la globalité engendre 7 milliards de dollars. Bon. Si on prend le Moyen-Orient, qui est bien plus petit en termes de territoire, c'est 58 millions. On va regarder juste les progressions. On ne va pas prendre les chiffres absolus. 8% d'un côté, et vous avez 5%. Donc c'est relativement plus dynamique que la moyenne mondiale. Oui, absolument. Voilà, donc voilà, Oui, c'est ça qui nous intéresse. Absolument. C'est un peu plus dynamique que la moyenne mondiale. Absolument. Et c'est capté par des pays. On pense que c'est plutôt l'Afrique australe qui capte cette croissance. L'Afrique du le Nord. Sénégal, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Nord en profite très bien. La Tunisie, c'est plutôt difficile. C'est un peu plus difficile, mais le nouveau ministre du tourisme tunisien, bon, il rêve peut-être quelque part. Bon, il table sur 2018, 2019, il dit on va atteindre les 9 millions. Bon, ils ont atteint 5-6 millions, c'est pas mal. Le Maroc est dans une dynamique croissante. Aujourd'hui, le Maroc aspire à atteindre des 10, 15, il est déjà à 10. Donc ça veut dire que, quelles que soient les turbulences régionales, il y a toujours cette volonté. En Tunisie, si les gens ont peur, ils ont eu peur en 2015, mais 2017, il y a plus de 2 millions d'Algériens sont descendus en Tunisie. Les Algériens, c'est spécial. Non, mais d'accord, mais les Européens sont montés quand même, l'ensemble, à peu plus de 2 millions. Il y a eu une progression extraordinaire. Ça veut dire qu'à la limite, à un moment donné, regardez le problème de la France, il y a eu les attentats qui ont été quelque chose d'extraordinaire. On s'est remis à visiter Paris. C'est le Caire en Égypte, tac, et puis ça reprend. Résilience spéciale dans le secteur du tourisme, on oublie, on revient quand c'est beau, quand on a un bon souvenir. Non, pas du tout, parce que aujourd'hui, ce qui est bien dans la perception, dans la psychosociologie du comportement du touriste, c'est qu'il a intégré cette notion d'attentat, de risque. C'est pour cette raison, vous avez les ambassades qui éclairent aujourd'hui un touriste. Voilà, je vous dis, c'est un investisseur. Il ne part pas au hasard. Complètement. Il regarde, il analyse, il fait ses avis, etc. Il fait des arbitrages. Oui. Donc c'est quand même pas rien. C'est pour cette raison, je dis, si on arrive à comprendre que le touriste est un investisseur, moi je vous garantis, c'est mon analyse personnelle, mais qui est partagée, qui est soutenue. Elle est partagée et soutenue. Je dis, on peut faire avancer des choses. Alors, pour faire avancer des choses, il faut donc comprendre cela. Le touriste est un investisseur. Et puis, il faut peut-être se rendre compte à un moment donné qu'on a besoin de cet investisseur. C'est peut-être pas tout à fait le cas en Algérie. Ma conviction personnelle, c'est que ce n'est pas encore le cas, parce qu'on n'a pas encore réellement de politique de développement et de promotion de la destination Algérie. Il faut combien de temps pour reconstruire? Dans le cas de l'Algérie, c'est un peu reconstruire une destination. On a fait une discussion préliminaire avant cette émission-là. Vous dites que ce n'est pas une destination qu'on va créer ex nihilo à partir d'une table rase. C'est une destination qui était déjà là. Il faut juste la restaurer. J'insiste beaucoup. Moi, j'insiste beaucoup. C'est un pays que j'aime. J'aime parce qu'il y a mes racines. Parce qu'à travers mes racines, je vois mon histoire. Je vois l'histoire Bon, comme je dis toujours, le tourisme, c'est de l'ouverture de l'esprit. On devient un citoyen universel, pas pour dire on est citoyen du monde, non. On a des racines. L'Algérie est un pays qui n'est pas spécial, qui n'est pas un particulier. L'Algérie, il suffit très peu de choses, très peu de choses. Et là, je jette la pierre à personne. Quand on me dit, oui, mais pourquoi ? Parce que ce n'était pas une priorité. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas. Je répète, l'Algérie a de la compétence. Elle l'a démontré dans ce secteur du tourisme. Je parle que de ce que je connais. Dans les années 70, 80, nous n'étions pas si mauvais que ça. Boussada dans le sud, avec une école hôtelière, des établissements créés par le grand architecte Pouillon, Tipaza. J'ai été Géo Club Med dans les années 70. Bon, pour ceux qui savent, je leur passe le bonjour et mon salut. Et donc, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a des choses, de belles choses ont été réalisées. Par la suite, pour des raisons
Parce que le prix du pétrole a augmenté. Parce que Entre 79 et 81, enfin, on situe à cet endroit-là le virage, comité central du FLN, qui dit ce n'est plus une priorité. On va donner la priorité au tourisme domestique. Bon, c'est n'importe quoi. Mais quand on voit le niveau de cette gouvernance, on n'a pas besoin de sortir de Harvard pour comprendre qu'ils ne connaissaient rien à rien. Mais moi, quand les gens ne comprennent pas, moi, je ne leur en veux pas. Le problème, c'est qu'ils n'interfèrent pas dans des secteurs qui sont des secteurs porteurs pour l'avenir. Maintenant, on revient à la case départ. Vision ou pas? Il n'y a pas de vision. Donc, il n'y a pas de vision, bon, on fait, on existe. Pour vous donner Aujourd'hui, il n'y a pas de vision, on est d'accord. On va supposer que la vision arrive. Hein. On a parlé d'un problème de gouvernance. 2019, c'est une année d'échéance électorale. La gouvernance au plus haut niveau du pays peut changer. C'est comme ça que ça devrait se passer. Il y a d'ailleurs de fortes chances qu'elle change. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait une vision. Parce que aussi, la contrainte, on n'a plus les revenus, etc. Alors, cette vision-là, elle permet... Voilà, je reviens à ma question. Une destination comme l'Algérie, ça peut se reconstruire, se rebâtir en combien d'années? 10 ans. En 10 ans pour que ça redevienne une grande destination. Non, une destination. D'accord. Restons humbles. Là, il faut travailler dans la prospective. La prospective, c'est 20 ans. C'est 20 ans. C'est pas... il faut pas rêver. On parlera tout à l'heure du réseau... Je vais quand même essayer de prendre un peu le parti du gouvernement qu'on critique souvent ici. Donc moi, je vais prendre un peu le travers pour dire, si reconstruire une destination, la promouvoir, c'est un certain nombre de conditions dans lesquelles les infrastructures ont une part importante. Mais bien sûr. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que de ce côté-là, il y a quand même eu, ces dernières années, c'est ce qu'on sait faire le mieux, dans les années Bouteflika, c'est ce qu'on a su le faire le mieux, réaliser, livrer. Ça ne crée pas nécessairement une économie. Il n'y a pas un business qui se construit dessus parce qu'on ne sait pas faire le reste. Mais on a construit, on a livré. On est aujourd'hui à 110 000 lits ou 115 000 lits disponibles. On a résorbé une grande partie du déficit, notamment dans le tourisme, dans l'hôtellerie urbaine. Est-ce que ce n'est pas un bon matelas pour faire un rattrapage? Ma question est précise. Pour faire un rattrapage qui soit un peu plus rapide que 10-20 ans. Alors, puisque vous donnez des chiffres, je vais vous répondre. Vous dites, aujourd'hui, c'est le constat, il y a 110 000 lits. Très bien. Il y en a 50 000 qui sont balnéaires. Il y a eu quand même des projets qui ont été donnés. Bon, c'est très bien. On programme 270 000 lits supplémentaires pour répondre aux attentes immédiates. Mais ça, c'est très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout ce qui peut sembler négatif ou insuffisant pour cette destination Algérie, oui, je vous suis à 100%. Des réalisations ont été faites. Personne ne peut le nier en termes d'infrastructure. Dans peu de temps, nous allons avoir un aéroport international digne des grands aéroports internationaux. Donc, il y a eu... je suis parti de Skikda, ma ville natale. On en parlera tout à l'heure sur un gros projet hôtelier qui vient d'être réalisé. C'est sur la feuille de route. Hein. Ah, très bien, parfait. Et j'ai dit, je monte de Skikda jusqu'à Alger en voiture pour découvrir, ce qui est normal. Bon, les infrastructures sont excellentes. Même s'il y a encore des choses qui sont amères, en aire de repos, etc. Bon, allumer, mettre un petit peu des points de luminosité, parce que s'il pleut, c'est un peu accidentel, entre parenthèses. Mais donc, les infrastructures existent. Personne ne peut dire que rien n'a été fait. Sinon, c'est de la mauvaise intention, c'est de la malveillance. Bon, nous, notre rôle, et moi, mon rôle tout particulier, parce qu'il est double. Bon, expert international reconnu, tant mieux. Bon, enfin, je suis aussi un enfant du pays. Et moi, aujourd'hui, après 50 ans d'expérience dans ce domaine-là, il me paraissait tout à fait normal, logique, même pas à discuter, d'apporter ma toute petite pierre en termes de contribution. Mais je n'accepterai pas qu'on fasse aussi du n'importe quoi. Donc, qu'on fasse de la construction, des hôtels nouveaux, mais c'est très bien. Moi, personnellement, j'en suis très content. Alors, donc ça, je disais, c'est peut-être un premier jalon qui a été posé qui peut permettre d'aller plus vite
pour restaurer cette destination Algérie. Mais en attendant qu'elle soit restaurée, c'est-à-dire qu'on ait une vision qui permette peut-être d'approcher, vous avez un point de vue sur le tourisme de masse avec ses risques, etc. Mais on a besoin d'avoir beaucoup de touristes, à la fois du domestique, qui n'aillent pas systématiquement à l'étranger, et aussi capter les flux mondiaux de touristes. Si ça ne se fait pas dans les délais, est-ce qu'on n'est pas, question très précise, on ne risque pas de vivre une bulle de l'offre hôtelière? Parce que nous, on la ressent déjà. On ressent en été, quand on circule en Algérie, dans le balnéaire, il y a des offres de lits qui ne sont pas comblées. Ce n'était pas le cas il y a 7-8 ans. Ouais. C'était pas le cas. D'ailleurs, on attend à ce que ça impacte les prix. Ça n'a pas encore touché les prix. Et les gens qui disent pourquoi les Algériens partent autant en Tunisie, c'est parce que aussi il y a peut-être un ajustement des prix par la concurrence qui ne s'est pas encore fait en Algérie. Est-ce que vous êtes proche du groupe Accor, dont vous avez été ambassadeur, je l'ai dit en début d'émission, est-ce que l'investissement en infrastructure, en nouvelles structures hôtelières, notamment dans le 4-5 étoiles d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas en train d'approcher une limite au-delà de laquelle il ne faudra plus aller s'il n'y a pas une vision et s'il n'y a pas une politique d'ouverture? Pour moi, les choses, de nouveau, je reviens aux choses basiques, à la simplicité. La simplicité, c'est quoi? Moi, sans vision, tu ne pourras rien faire. Sans vision, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser à un avenir qui se projette, quand j'ai dit 10 ans minimum, 20 ans, c'est bien. Une nation, c'est un peu plus de 50 ans. Quand nous, on a des balbutiements, ben oui, c'est comme on est un enfant qui commence à marcher, qui commence à bouger. Bon, on ne peut pas se comparer à des pays, enfin à des nations qui ont des siècles d'histoire, des siècles de vécu, comme la France ou d'autres pays. Donc, il nous faut de la vision, et beaucoup de vision. Sur le tourisme, il faut arrêter. J'ai pratiquement rencontré ou connu tous les ministres du tourisme algérien. Il faut arrêter quoi? Il faut arrêter. Tant que tu n'as pas de vision, c'est pas la peine de faire du n'importe quoi. Oui, mais n'importe quoi. Est-ce que les 250 000 prévus qui sont en chantier, etc., ça risque d'être... ça qu'il faut arrêter? Non, ça c'est une dynamique. Ça, c'est répondre au présent. Ça c'est de l'urgence. C'est de l'urgence. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est travailler sur une vision. Et moi, j'ai des propositions que je vous soumettrai peut-être tout à l'heure. La vision, c'est quoi? C'est de dégager sur l'ensemble. Il y a eu des tentatives qui ont été faites à une certaine époque. Il y a eu. Bon, puis après, on est venu à l'échelle des priorités. Bon. La vision, ça veut dire quoi? C'est qu'on commence par le basique. Le basique, c'est quoi? C'est l'éducation et la formation. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'efforts de ce côté-là? Mais on se fout de comment on dit. Non, mais c'est même pas que... Alors, c'est un peu le cercle vicieux, là. Je veux dire, on va former. Évidemment, il y a des hôtels qui arrivent, il faut qu'il y ait des personnels formés. C'est des métiers complexes, l'industrie hôtelière. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais si le modèle, globalement, est amené à rentrer en crise, si on n'a pas assez de touristes, si les Algériens ne consomment pas les infrastructures qui leur sont proposées en Algérie, et on est déjà dans ce cas de figure, si les étrangers n'arrivent pas, le gouvernement ne veut pas donner de visa. L'Algérie, c'est l'un des pays, des visas les plus difficiles à obtenir au monde. C'est l'un des visas les plus difficiles au monde, donc le message est clair, ne venez pas chez nous, c'est moi qui le dis. Ne venez pas chez nous. Donc il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique touristique en Algérie, c'est pas vrai. Et si on reste dans ce modèle-là, je veux bien qu'on forme, c'est très bien, mais est-ce qu'on n'est pas en train de former, par exemple, pour nous, dans les journaux, former pour des journaux qui ne vont pas être lus, former pour des hôtels qui ne vont pas être fréquentés? Non. Est-ce que ce n'est pas ce risque-là? Non. Si vous voyez, comme on dit, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, donc c'est l'un ou l'autre. Non. Pourquoi? Je vous ai dit, le tourisme, c'est une aspiration naturelle. Bon, donc personne ne peut empêcher les 40 millions d'Algériens et d'Algériennes de voyager, de circuler. C'est pas parce que vous n'avez pas pris l'avion que vous vous dites « Ah, j'ai pas voyagé ». Bon. Si on pense tranquillement, on dit on a un pays qui est exceptionnel. C'est pas moi qui le dis. Bon, c'est un pays extraordinaire. C'est le plus grand pays d'Afrique. L'un des top 10 plus grands pays au monde en termes de densité. Ok, en termes de surface. C'est énorme. Bon. Maintenant, les gens qui sont en charge de penser, mais il y en a en Algérie, je suis désolé, mais il y en a, moi j'en connais, qu'ils soient ici ou ailleurs. Et je peux vous dire,
ils ont tous le même attachement. Ils ont tous le même attachement à leurs racines. Et j'en fais partie. Bon. Penser, c'est quoi? C'est de dire, on a donc un très beau pays. Il faut peut-être le rappeler à nos compatriotes qu'on a plus de 1300 kilomètres de côte, qu'on est un pays des 4 saisons. C'est très rare, hein? Bon. Qu'on a le plus beau musée, on en a parlé, le plus beau musée à ciel ouvert, le Tassili-Hogar. Et déjà, j'invite les compatriotes, bon, même si c'est un peu compliqué, même si c'est difficile, d'aller visiter, d'aller voir. On a un pays, on en parlait il n'y a pas très longtemps, dans cette belle région de la Kabylie, à 65 km, si on avait des infrastructures, on peut développer le ski. Pour ceux qui ont les possibilités ou l'envie, je monte, je fais ma petite journée de ski ou mon petit week-end et je redescends dans la capitale. Donc on a une telle diversification de produits qui fait qu'on peut penser. Le tourisme religieux. Tourisme religieux. Mais... J'en profite pour vous poser Oui. une question. Il y a la béatification dans 48 heures des 19 religieux, dont les moines de Tébéhéline, à Oran, à Santa Cruz. Ouais. Événement très important pour le Vatican, Absolument. auquel aurait pu participer d'ailleurs le pape. Ouais. Et de ce que je sais, c'est que les autorités algériennes n'ont pas donné suite à la possibilité, à la demande du pape de venir à cet événement. Ça aurait été bien pour le tourisme en Algérie que le pape... Bon, si c'est vraiment... si on est dans la réalité de l'information... En général, c'est le pape. Béatification, c'est le pape. Oui. Et Bon. c'est la première fois que ça se passe dans un pays musulman. Écoutez, je peux vous donner aussi une autre référence. Hein. Les ratés, on est des champions du monde. Hein. On a raté 86, la Coupe du Monde au Mexique. Donc vous dites, ce type d'événement, ça Mais fait bien partie sûr, d'une vision. mais bien sûr, Quand ça on fait a la partie- vision, Mais on bien intègre ces On événements. intègre les événements spéciaux, mais c'est tout à fait légitime. Pourquoi on se bat pour l'organisation d'une Coupe du Monde? Pourquoi? Vous croyez que c'est uniquement pour des gens qui tapent dans un ballon? C'est la notion d'image, c'est la notion de l'audience cumulée. Le football intéresse parce que c'est 65 milliards de téléspectateurs en audience cumulée. Et voilà pourquoi on vend des spots à des prix exorbitants. Parce que c'est là où on porte son image, c'est là où on développe sa notoriété. Donc rien n'est au hasard. Donc une vision, on tient compte de tous les paramètres. Et en fonction des paramètres, on fait la classification des priorités. Monsieur Abdeslam Balkhet, c'est quand même important de rappeler que dans la vision, il y a le mot ouverture. Il faut accepter d'être mondialisé. Il faut accepter d'être dans le monde. Est-ce que c'est pas ça le premier verrou qu'il faut faire sauter? Mais je vous dis les choses simples. Je vous ai décrit qu'un individu a envie de bouger. Mais il faut accepter Il a les autres envie aussi de vers chez Mais nous. Non, mais il a envie. Je parle de manière générale. Absolument. C'est ça. Si on n'est pas dans ce préalable, si on n'est pas dans ce postulat. Est-ce que la première pédagogie, c'est pas celle-là, justement? Mais oui. De dire qu'il faut accepter d'être dans le monde et de recevoir le monde. Mais je le dis toujours. Non, je Si voulais que t'as vous le envie disiez d'être dans le monde, eh ben, il faut accepter les règles universelles. Si tu ne veux pas, et là je parlerai en arabe, ce sera encore reste à ta place et qu'on n'en parle plus. Quand je vois un pays comme l'Arabie Saoudite, j'y ai passé quand même 10 ans et je continue à suivre. 15 hôtels à votre arrivée, 200 hôtels dans la région? Non, ça, c'est tout le Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, 200 hôtels dans la région du Moyen-Orient. Je voulais rappeler cette évolution. Je peux parler, puisque n'importe qui peut aller sur le site, et puis je raconte pas de bêtises. www.a-balkhet.com et Voilà. on peut regarder tout on ça. peut oui. regarder. Bon, cette histoire, elle est extraordinaire, parce que on a eu la chance avec, et je le salue du fond du cœur, le coprésident fondateur Gérard Pélisson. Et je vais vous dire une anecdote. Co-président Ce qui est- fondateur du groupe Accor. du groupe Accor. Bon. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est une vision. Voilà, qu'est-ce que c'est une vision. Je suis témoin. Donc l'Algérie est capable de le faire. Hein, j'insiste beaucoup, parce qu'on a de la compétence. Et on a des gens qui peuvent penser à la vision. 2 hommes qui ont créé un empire à partir d'un hôtel dans la banlieue de Lille. À un moment donné, bien notoirement reconnu, je suis témoin. Hein, donc je parle de quelque chose dont je suis témoin. L'un dit à l'autre, il serait quand même bon de penser aux 20 prochaines années. Le père Abdou, il se dit, ils sont un peu... bon. Et tous les deux discutent. L'un dit,
Oui, il faut attaquer l'Asie, puisque Accor était devenu numéro 1 en Europe. Oui, l'Asie, la Chine. Pourquoi la Chine ? Parce qu'à lui seul, c'est plus d'1 milliard, donc tu peux tout faire. Bon. L'autre dit, beaucoup plus percutant, enfin, les deux sont percutants, mais beaucoup plus percutants parce que plus complexes. Il dit le monde des pays arabo-musulmans. Trop compliqué. Accor dit, enfin les deux coprésidents fondateurs disent, on est déjà présent en Égypte, on est déjà présent au Maroc, on commence sur l'Algérie, enfin bref, tous ces pays. Mais ça, c'est quoi ? C'est 5 pays du monde arabe. Le monde musulman, c'est regroupé auprès de l'OCI. C'est 57 pays musulmans, donc ça n'a rien à voir. Bon, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est... Bon. Je me dis, qu'est-ce qu'ils pensent ? Une fois, 2 fois, c'est dit devant moi, la complexité des pays du monde arabe. C'est que c'est très complexe. La Chine, c'est un pays. Bon. J'avais compris un peu le message. Bon, à l'époque, je connaissais les 2 coprésidents fondateurs depuis 1974, depuis mon époque au Plaza Télé. Ma relation date de là. Et je me dis, tiens, c'est quand même assez intéressant. Pourquoi pas ? Je suis allé à l'Institut du monde arabe. Et on doit être fiers, nous, de culture arabo-musulmane. J'étais impressionné. Comme je suis un boulimique, je lis comme tous les gens qui aiment la lecture. Okay, j'ai découvert... Le raffinement de cette civilisation. Mais quelle civilisation ? Voilà pourquoi on veut nous écraser. Parce qu'on a peur de cette émergence civilisationnelle. Voilà pourquoi souvent on dit la guerre civilisationnelle, etc. Mais une civilisation extraordinaire. Les calculs, l'algèbre, c'est qui ? C'est chez nous, etc., etc. Et ça peut devenir un produit de tourisme ? Mais bien sûr. Et là, j'ai eu cette chance donc, de travailler avec le coprésident fondateur Gérard Pélisson. Okay. Comment est l'approche ? Et c'est grâce à lui que si Accor a éclaté en termes géopolitiques avec ce développement, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu une vision. Et on a travaillé sur cette vision. Et moi, mon rôle, au-delà de travailler sur cette vision, c'est de l'appliquer sur le terrain. Et c'est là où on parle des politiques stratégiques. Et en Arabie Saoudite, vous avez trouvé des interlocuteurs qui ont résonné avec cette vision, qui ont fait écho. Ma démarche, c'était quoi ? Pour dire, si on veut être le leader dans le monde des pays arabo-musulmans, il fallait conquérir, parce qu'à l'époque, on avait une valeur qui s'appelait l'esprit de conquête. Il fallait conquérir les 2 citadelles, c'est-à-dire les villes saintes. Et on s'est mis à travailler. Juste pour vous donner une référence, aujourd'hui, sur les 7 tours à barrage, 6 sont gérées par Accor. Donc, il ne faut pas croire... Les 7 tours, c'est à côté de Haram, à la Mecque. Ouais, à 150 000 euros le mètre carré à côté de Haram, pour que les gens quand même comprennent que ce n'est pas donné. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les enseignes, par exemple, du groupe Accor sont là-bas. De Fairmont, de Raffles, le super luxe, jusqu'à Ibis, pas loin. Donc, ça veut dire que tout n'est pas venu au hasard. L'interlocuteur, oui. Tu avais en face de toi, l'émir Sultan Ben Salman, donc, qui est le frère aîné de MBS. Ce sont des gens qui ont tout de suite dit, ils ne peuvent pas être mieux que nous, c'est impossible. Qui ont tout de suite compris que le tourisme religieux pouvait leur permettre de développer le tourisme business, le tourisme des affaires. Et voilà pourquoi, dans la vision 2030 de MBS, il fait du tourisme la priorité de son royaume. C'est pas accidentel. Ils ont autant de pétrole que nous, sinon plus. Oui. C'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui font la Hamra, à la limite plusieurs fois par an. Maintenant, c'est une nouvelle tendance parce que c'est une destination qui s'est diversifiée. En s'appuyant sur le religieux, c'est devenu une destination de business. De business. Et puis, en plus de ça, par exemple aussi, les malls, il y a, si je prends un cas Jeddah, il y a 323 malls. 323 malls. C'est un truc de fou, ce qui fait que les gens rentrent là-bas. Comme il n'y a pas de loisirs avant, maintenant, il y a de nouvelles loisirs. On ouvre des cinémas. On est en train de créer une nouvelle île qui permet à tous les... presque en offshore. Donc,
Vision. Sur ce simple exemple. Vision. Le mot-clé, c'est Vision. vision. Voilà. C'est vision. Vision. C'est qu'on a choisi d'aller dans cette direction. Et pour la vision, c'est très simple. Si le sommet de l'État n'est pas engagé, tous les pays qui ont eu une destination florissante sont des pays qui ont vu le premier leader impulser une dynamique. Nous, on le dit chez nous pour la transformation digitale, quand on parle avec les entreprises, on leur dit si le chairman n'est pas engagé dans la transformation digitale, il n'en aura pas. Mais bien sûr. Voilà, c'est un peu pareil pour le tourisme. C'est tout simple. Abdou-Belgad, vous êtes né à Skikda. Vous êtes né à Skikda, une magnifique ville. Vous êtes né à Stora d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent Skikda, c'est un lieu magique qui n'a pas suffisamment été, à qui on n'a pas suffisamment rendu honneur parce que, on va dire, une activité intéressante pour les Algériens, l'exportation des hydrocarbures, le GNL, la gasification, a pris le dessus sur cette ville. Et vous avez tenu, avec vos amis du groupe Accor, à y développer l'offre de services hôteliers. Il y a un hôtel qui va bientôt être à Mercure. Ouais. Donc vous êtes. Alors racontez-nous cette histoire. C'est franchement extraordinaire parce qu'en étant vraiment dans le cœur opérationnel, en étant dans le cœur du terrain, si je vous permettez, Yassine, après je passerai un petit message d'espérance parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'espérance. On n'a fait que ça depuis le début. Hein. Oui, mais oui, bien sûr. Indirectement, il y a eu quand même des passages où l'incompétence, la médiocrité, l'insouciance, l'incompréhension, enfin bref, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide plutôt. Donc ça c'est le constat, c'est pas une question de complaisance. Un constat est un constat. Bon, et puis nous, notre rôle d'expert, là je parle avec ma casquette d'expert. La littérature ne m'intéresse pas, c'est les faits. Quand on dit on a fait des millions de touristes ici en Algérie, alors qu'on sait qu'on ne dépasse pas les 10 000 touristes, après c'est la combinaison des chiffres. C'est comme nos frères tunisiens qui sortent plein de chiffres. Ok, les statistiques, on en fait ce qu'on veut. Bon. Concernant Skikda, oui, je suis content parce qu'on a 48 ou 49 wilayas. La décentralisation est très importante. On ne réussit dans le secteur du tourisme, on ne réussit que lorsqu'on en comprend qu'il faut décentraliser. Dès lors que vous décentralisez, vous donnez de la dynamique. Pas moi qui le dis, ce sont nos modes de pensée. Skikda est une ville extraordinaire. Elle a été délaissée, mal gérée, tout ce que vous voulez. Moi, je suis né à Stora. Stora, écoutez, et je suis un peu en colère contre moi, hein, donc ça, c'est ma colère. C'était le Saint-Trope. Skikda, c'était Nice. Stora, je vous jure, je raconte pas de conneries. Hein. Je me levais le matin, j'allais faire mon plongeon, je prenais mon jet d'eau, ok, et puis je partais à l'école. Bon, aujourd'hui, pour ceux qui ont ce vécu, je ne parle pas de nostalgie, hein, bon, je me dis on aurait dû arrêter ce massacre à la tronçonneuse, de laisser ce beau petit port de pêche, le préserver comme Saint-Trope a été préservé. Ça n'a pas été le cas. Quand on n'a pas de vision, donc pas de politique stratégique, on fait du n'importe quoi. On cherche le foncier, etc. C'est dommage, c'est regrettable. Mais il faut comprendre une bonne fois pour toutes. On ne rattrape pas dans le secteur du tourisme ce qui n'a pas été fait ou mal fait. On ne rattrape pas. On compense. C'est comme si quelqu'un, il a un petit accident, le pauvre, il va dans les urgences. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le soigner dans le fond. Il y a le fond et la forme, et l'urgence entre les deux. Donc, moi, je m'inscris et j'insiste. Le Mercure de Skikda, voilà, c'est un peu plus que de la compensation. Oui, c'est pour cette raison que je suis en train de vous dire. Là, le Mercure, et bravo à ces jeunes promoteurs, je vous assure, pour qui j'ai un respect, presque de l'admiration, parce que quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, ils croient dans leur ville, ils croient dans leur région et ils croient dans leur pays. Donc, ce qui fait que je trouve tout à fait, logique et normal d'apporter mon savoir-faire. Mon rôle, c'est de transférer du savoir. Donc, à Skikda, ce qui va se passer, cette dynamique, vous savez, nous on dit toujours, patiemment, vous créez un hôtel avec des infrastructures et vous le faites bien fonctionner. Il y a plein d'activités qui vont venir derrière. Les événements. On va pousser, par exemple,
le tourisme de mémoire. Vous savez très bien, tous les gens, tous les pieds noirs à moi que je connais, qui ont fait des études avec moi, ils me disent, on rêve de retourner à Skikda pour faire un pèlerinage. Mais ils vont à où? À l'hôtel Salem, qui devrait, dans la logique des choses, rentrer dans de la restriction. Parce que, bon, c'est indigne, en fin de compte. C'est indigne. Tu ne peux pas recevoir avec une image de 4 étoiles. J'ai rien. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est l'offre et la demande. Il n'y a rien. Il y a un vide. Bon, donc on ne vient pas. Parce qu'on ne veut pas loger dans des conditions pareilles. Mais dès lors que tu ouvres l'hospitalité dans les règles de l'art, donc l'hôtel de Skikda est un grand événement pour la ville. Alors, pour faire la connexion avec ce qu'on a développé depuis le début de cette émission, on peut imaginer à un niveau local, Skikda en l'occurrence, de mettre en place le modèle gagnant de ce que devrait être le tourisme de l'Algérie de la prospective. Oui. C'est-à-dire des infrastructures à niveau, une diversité de l'offre de services avec du balnéaire qui va avec cette infrastructure hôtelière, un public captif, par exemple le tourisme religieux ou le tourisme des pieds noirs, de ceux qui veulent faire le pèlerinage de la mémoire, voilà, oui. Mnésique au mémoriel. Donc il y a les ingrédients pour un modèle qui pourrait être exemplaire pour les autres secteurs, enfin pour les autres régions d'Algérie. Et Hassan, je vous remercie de me donner un petit peu cette parole. L'Algérie, d'une manière tout à fait naturelle, est un berceau d'hospitalité. Donc tout y est, la mer, les montagnes, le désert, l'humain, tout y est. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement très peu de choses. Une vision, mais bon Dieu, c'est quand même pas compliqué de définir des visions, c'est quand même pas compliqué. Si vous voulez, moi demain, je vous en fais une. Non, là, on a réglé ce problème-là, c'est un problème de volonté. Il n'y a pas la volonté, on oublie. Il n'y a pas la volonté. Non, mais attendez. Qu'il n'y ait pas. Non, mais attendez. Non, je suis d'accord avec vous. Qu'il n'y ait pas de volonté, ça peut se comprendre. On est dans le temporel. Oui. Donc ça peut finir. Bon. Dans une vision, on s'inscrit, comme on en a parlé, dans la prospective. Entre le constat, cette notion de temporel et cette notion de prospective, il y a des ingrédients. Les premiers ingrédients existent. L'Algérie, par définition du manière naturelle, est une destination touristique. Donc, c'est naturel. Pourquoi vouliez-vous que je fabrique une destination comme ça a été, par exemple, pour Dubaï, comme ça a été pour Marrakech? Ça, ce sont des destinations qu'on a créées, comme Marbella, comme Miami. Ça, c'est des destinations préparées pour répondre à des attentes. Bon. Ou Cancun. Okay. L'Algérie n'est pas le cas. La destination Algérie est une destination, c'est naturel. Donc c'est plus facile. C'est plus facile. Par contre, là où vous parlez d'ingrédients et ça, on se dépêche, je reviens à l'essentiel. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Éducation, formation. Alors dites-nous un mot sur le réseau de formation que vous voulez mettre en place au niveau africain. Écoutez, face à ce constat, ce développement extraordinaire qui se fait sur l'Afrique et le Moyen-Orient, je vous ai donné les chiffres, c'est pas moi qui les donne, c'est des chiffres qui sont connus de tout le monde. Donc on sait qu'il va y avoir un engouement. Je reviens du Sénégal, le Sénégal émergent, la priorité de Malik Sall, que je rencontre le 18 décembre à Paris, avec son ministre du Tourisme, qui sont des gens brillants, qui sont des gens qui parlent vision, ont considéré et considèrent que le tourisme, ça va être l'arme qui peut leur apporter la richesse. Parce qu'il y a de la création d'emplois. Parce que c'est un pays qui, sur l'Afrique de l'Ouest, veut être le moteur. Et dans ces pays-là, les besoins de formation sont encore peut-être plus importants qu'en Algérie. Mais aussi importants. Nous, notre problème. Donc, qu'est-ce qu'il fallait à notre niveau? C'est de penser à venir. Donc, on s'est dit, la réalité, elle est là. Le tourisme, de toute façon, il est expansionnel. Personne ne pourra l'arrêter. Donc, il faut accompagner le capital humain. Parce que l'argent existe, contrairement aux apparences. L'argent est là. Il est vraiment en abondance, contrairement aux apparences. Simplement, aujourd'hui, on ne veut plus le donner
parce qu'on a peur par la corruption, on a peur par les transgressions, etc. Donc on est beaucoup plus prudent. Mais le réseau des académies répond à quoi? Il répond à un besoin énorme. Donc nous, effectivement, j'en fais partie, j'en donne l'impulsion, même en termes d'investissement, pour créer un réseau d'académies dans chacun des 55 pays africains. Bon, 6 pays ont été sélectionnés, enfin, plus les 6 pays du ICC, ça fait 61. Donc, 6 pays ont été retenus par un conseil scientifique, bon, on échange, pourquoi, etc. Bon, l'Algérie en fait partie. C'est pas parce que je suis algérien qu'il fallait... Non. Réseau d'académies, ça signifie une académie dans chacun des pays? Une académie dans chacun des pays. Et sachant qu'un prix moyen, un coût moyen, en fonction des règles, concession, pas concession, gratuité, etc., bon, c'est 2 millions de dollars par académie. Parce qu'on intègre aussi un hôtel d'application. Et vous êtes parti pour faire une levée de fonds? Ben oui, 120 millions de dollars. Mais avec mon bâton de pèlerin, je peux vous dire... Un roadshow? Oui, beaucoup répondent positivement, parce qu'ils en ont besoin. Parce que si vous prenez l'Afrique, je donne un chiffre qui est très simple, 70% de la population africaine a moins de 25 ans. Et plus de la moitié sont au chômage. Donc, aucune espérance en ce qui concerne... Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est le haraga. Si l'Europe n'en veut pas, l'Europe contribue à permettre à ces gens d'avoir une espérance de rester chez eux. Et le tourisme en est une. Et c'est une des principales réponses. Une des principales. On va peut-être finir avec une évocation sympa. On était dans la prospective, on va revenir vers le passé. Vous avez été inspecteur général, vous avez été contrôleur général du Plaza Athénée, classé 3 fois en 77, 78 et 79 par la presse spécialisée, les banques professionnelles du secteur et les clients VVIP comme étant le plus bel hôtel du monde. Vous avez travaillé dans le plus bel hôtel du monde. Eh oui, mon cher Issa, ça c'est les grands moments de la vie d'une personne. On peut rappeler sa situation à Paris, il se situe avenue Montaigne. Voilà, dans le 8e. Il y a l'avenue la plus belle avenue du monde, et l'avenue Montaigne est l'avenue la plus chic du monde. Là, vous avez Dior, tous les grands couturiers. Effectivement, c'est ce qu'on va prendre tout à l'heure dans le montage. Hein. On accroche. C'est extraordinaire. D'abord parce que un jeune Algérien qui se retrouve dans le monde des palaces est une chose peu connue. Il n'y avait pas les pétrodollars à l'époque, ils sont arrivés après la crise 73-74. Il n'y avait que le roi Hussein de Jordanie qui était client de cet hôtel. Sinon, tous les autres, c'était qui? Vous y étiez avant le premier choc pétrolier? Absolument, je suis rentré en 72. Donc, il n'y a pas tardé le choc. Les autres sont arrivés à partir surtout de 76. C'était une philosophie. Votre confrère disait, Fairchild, grand magazine américain, disait « It's not a hotel, it's a way of life ». Ce n'est pas un hôtel, c'est un mode de vie. Vous confirmez? Et effectivement, c'est la qualité du service, c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup de professionnalisme, on en était à la gestion du détail. Ce n'était pas la gestion d'un établissement ou d'un service, on était à la gestion des détails, où on voit l'humain, quand il est dans les meilleures conditions, ce qu'il est capable de réaliser. Les cellules photoélectriques pour aller aux toilettes avant les gens, c'était du n'importe quoi. C'est à partir du Plaza que les cellules photoélectriques ont été mises dans les toilettes. Il y a plein de choses. C'est comme si... Ça, c'est de la signalétique au sol. Hein, oui. Bon, donc... Alors, dans ces années-là, c'était les années boumediennes en Algérie. C'était quand même... C'était serré. C'était notre époque aussi. Hein. Oui, mais... on aurait été aujourd'hui, vous aurez été au Plaza, vous aurez peut-être croisé Chakib Khalil ou Ammar Saïdani, entre guillemets, des Algériens d'aujourd'hui, de cette époque-là. Alors, à l'époque, ma question, c'est, à l'époque, est-ce qu'il y avait des Algériens qui fréquentaient un tel palace? Alors, imaginons qu'on est en catégorie amateur, ce que vous venez de signer, et puis il y a ceux qui jouaient la Ligue des Champions. D'accord.
À l'époque, oui, c'était vraiment très rare, mais on avait des clients un peu particuliers, mais de grande tenue. Je peux citer Sid Ahmed Rosali, qui était à l'époque le président de la Sonatrach, un monsieur avec qui j'ai toujours entretenu des relations amicales, voire fraternelles, et qui aurait pu être aussi un très bon leader pour la gouvernance du pays. Enfin, on va préciser pour que les gens ne comprennent pas, parce que je ne vais pas mettre Ahmed Rosali dans la catégorie des personnes que j'ai évoquées précédemment. Il venait en mission en tant que PDG de Sonatrach. Oui, voilà. Non, mais bien sûr, c'était pas. Non, parce que ceux que j'ai cités, c'est un peu l'argent privé. Non, c'était. Il était en mission du gouvernement algérien. Quand il y avait, par exemple, les réunions de l'OPEP à Vienne, il faisait un stop. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Non, aucun. Les autres, je ne connais pas, et puis ils ne m'intéressent pas, entre parenthèses. À l'époque, il y avait Belaïd Abdeslam, qui était un État dans un État avec son ministère, qui, au passage, lui, n'était pas un bon client. J'ai failli presque... bref. Vous savez, il n'y avait pas d'humilité de sa part. Bon. D'accord. Il pensait qu'il était encore dans son ministère quand il était à Paris. Voilà. Mais simplement, il oubliait que, d'abord, c'était le meilleur palace du monde, que deux, c'était des gens qui venaient... ils disaient, on ne dit pas on vient en France ou on vient à Paris, on vient aux Plaines Athénées. C'est Madame Rose Kennedy, c'est les Rockefeller, les McNamara, c'est les grandes dynasties universelles. Mais moi j'étais fier de voir que certains de compatriotes venaient, donc c'était très rare. C'était très rare. Donc l'histoire du Plaza Athénée, c'est vraiment ce qu'on peut faire au summum de la qualité de la prestation de service. On peut imaginer de telles plazas dans l'avenir dans un pays... Où ça ? Quel est l'intérêt ? L'Algérie ? Non, en Afrique, malheureusement, on aura du mal. Ah bon ? Non, parce que c'est une culture. C'est une culture d'excellence ? Oui. On pourra offrir des prestations. On a l'impression qu'au Maroc, ça existe déjà. On parle toujours de la mamounia. Mamounia, c'est un peu ce standard. Mais ça date depuis quand ? Ça date depuis quand ? Ça devient culturel. Oui, parce que je vous ai dit. Et puis, qui veille dessus ? Qui ? Le palais directement. C'est le palais directement, donc on peut pas s'amuser. Donc on peut le faire, mais là, franchement, voilà pourquoi vous avez des instituts comme l'Institut Paul Bocuse, vous avez des summums qui vous amènent un peu à une formation d'excellence. Mais pour nous, pourquoi je suis optimiste ? Et je vous dis, si tout simplement, on dit, oui, il nous faut une vision. Oui, c'est un secteur d'activité qui est attractif, parce qu'il ramène de l'argent, parce qu'il rend les gens heureux, parce qu'on peut développer des infrastructures. Parce qu'il crée de l'emploi. Parce qu'il crée de l'emploi, parce qu'il y aura des autoroutes, parce qu'il y aura des hôpitaux qui fonctionnent et non pas des déchéances. Je suis allé visiter l'hôpital de Skikda, je suis sorti au bout de 3 minutes, uniquement pour voir. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Le tourisme, quand il est bien fait, il impulse vers le haut. Simplement, la formation, elle est basique. Et là, Yassine, j'insiste beaucoup. Si on commence tout petit, sur les livres scolaires, moi je dis toujours, donnez-moi juste un chapitre. Donnez-moi juste un chapitre. Ministre de l'enseignement supérieur, ministre de je ne sais quoi. Juste un chapitre. L'Algérie est un diplôme pays du monde. L'Algérie est le premier plus grand pays d'Afrique. L'Algérie fait partie des 10 plus grands pays du monde. On a une population, une démographie qui tourne autour des 2, 3, 2, 4, ce qui est énorme, contrairement à beaucoup d'autres pays, notamment en Europe, où il y a cette régression. Donc les perspectives d'avenir sont intéressantes. En termes purement de tourisme, c'est un pays qui est attractif. C'est ça l'attractivité. C'est un potentiel naturel. Quelles que soient les situations climatiques ou pas climatiques, la mer reste la mer, la plage reste la plage, même si elle rétrécit un petit peu. La montagne reste là. Le Tassil-le-Gard, ça fait on parle de millénaires. Hein, bon. Donc, il y a tout. Il y a tout. Il suffit tout simplement de toute petite volonté. Mais il y a différentes volontés. J'en terminerai là. C'est qu'on commence par l'éducation. Sensibiliser nos mômes. En disant, tiens, sur mon livre d'histoire de géographie, tiens, la Kabylie, les Aurès, il y a ça, Sahara, il y a ça. Apporter un intérêt pour qu'ils s'approprient cette notion, ce qu'on appelle l'introjection.
L'Algérie fait partie de moi-même comme moi je fais partie de l'Algérie. Aimer son pays. À partir du moment où tu aimes ton pays, tu deviens son ambassadeur. Tu commences à parler différentes langues. Et tu es obligé, tu es condamné à faire de l'ouverture. Pourquoi ? Parce que s'il y a un des secteurs qui est innovateur, c'est ça qu'il faut quand même comprendre, c'est le monde du tourisme. Pourquoi ? Regardez, on passe du numérique, le digital, la robotique. Aujourd'hui, on est dans de l'intelligence artificielle. Quand j'annonce ou j'informe et que je dis au Japon, à Tokyo, on vient d'ouvrir le premier hôtel robotisé, enfin, avec intelligence artificielle. Je dis, ouais, mais on va perdre les emplois. Mais non, il faut savoir pourquoi on le fait. On le fait parce qu'à Tokyo, il n'y a pas de possibilité. Chaque mètre carré est important. Nous, on a des millions et des millions de mètres carrés. Okay, parce qu'on ne fait pas venir de gens de l'extérieur, parce que c'est interdit. Okay, parce que, et surtout... On parle de Tokyo. Hein. Oui, Tokyo. Oui. Il faut les loger où ? Il n'y a pas de logement. Bon, nous, on est encore loin de la robotique. Il y a beaucoup à faire d'ici là. On n'est pas menacé par ça. Oui, non. Mais ceci dit, ce n'est pas négatif, ce n'est pas contradictoire. Donc la conclusion pour nous, si on commence à dire sérieusement, dans l'intérêt général de l'avenir du pays, on commence... Je ne parle pas des autres formations. Ce n'est pas ma spécialité. Oui, on parle de la formation dans le tourisme. Dans la formation dans le tourisme, aujourd'hui, prenez-moi quelqu'un qui parle normalement français ou arabe, il n'y en a pas. Moi, quand on m'envoie des courriers où il y a... C'est tellement de fautes d'orthographe, je ne peux pas lire. Ce n'est pas de ma faute, je n'arrive pas. Donc, au moins dans notre secteur d'activité, qu'on fasse la promotion de notre propre pays, pour donner envie... En parlant de tourisme domestique, si ces gens-là qui dirigeaient le pays, FLN, qui dit, par exemple, on arrête, on habsou, machin, d'accord, mais ça, tu diriges, moi, tu me dis, mais tu ne peux pas. Il faut quand même comprendre que des choses sont basiques. L'éducation et la formation. Parce qu'une formation... Éducation, formation, on va finir sur ça, voilà. Dans une perspective d'espérance. Mais évidemment. Dans une perspective d'espérance. Merci beaucoup, Abdelrahman Belgad. Merci à Abdou Belgad d'avoir été notre invité dans l'invité du direct ce matin. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois, Inch'Allah. Hein. Au Plaza Athénée. Au Plaza Athénée. Promis. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.